Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du milieu marin, mais ce que je sais effectivement, c'est que les migrations d'organismes marins, que ce soit des poissons ou le plancton, c'est une réalité. C'est beaucoup plus facile en quelque sorte dans le milieu marin, d'abord parce qu'il y a une continuité, il y a assez peu de barrières, hein. Le problème sur les continents, c'est la discontinuité, c'est la fragmentation des habitats, d'où ces histoires de corridors verts, de continuité écologique, etc., etc. Et en plus, dans le milieu marin, on a un transporteur, qui sont les courants en l'occurrence. Donc, à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste de ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment mis en évidence d'obstacles majeurs à la migration des espèces. On voit même, au contraire, des changements assez rapides de communautés dans le milieu marin, peut-être plus rapides que dans le milieu terrestre. Mais vous nous dites qu'il y a quand même une piste prometteuse, c'est d'utiliser, transformer les écosystèmes dans une sorte de cercle vertueux pour essayer justement de rattraper le coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est à la fois espoir et à la fois, est-ce qu'on ne joue pas les grands ordonnateurs là? Absolument, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de risques qui sont associés à ça. Ceci dit, l'agriculture, la foresterie, c'est de l'ingénierie écologique. Enfin, ça pourrait être de l'ingénierie écologique. Donc, ça, c'est un message clé. Moi, je crois vraiment que le vivant peut être un outil pour régler les problèmes. D'ailleurs, on utilise déjà le vivant à tous les niveaux, au niveau génétique, au niveau des cellules, etc., pour régler un tas de problèmes. Donc effectivement, est en train d'émerger une nouvelle forme, il faut employer les mots qui fâchent, d'instrumentalisation, tu as employé ce mot-là et tu as raison, c'est une instrumentalisation supplémentaire de la nature, avec tous les potentiels que ça peut avoir, mais tous les risques que ça peut avoir. On peut donner un ou deux exemples peut-être pour que ce soit concret, cette idée d'utiliser la nature pour essayer de rectifier le tir? Par exemple, on a parlé beaucoup de la séquestration du carbone, mais si on va à une échelle plus proche de nous, on peut par exemple modifier la biodiversité d'un couvert végétal pour contrôler la teneur en nitrate des eaux. C'est ce que c'est ce qu'a fait Vittel, si je ne m'abuse. C'est ce qu'a fait aussi la ville de New York. Voilà, oui, mais via des accords avec les agriculteurs. Avec les agriculteurs. On peut... Par exemple, quand vous avez des problèmes de prolifération de plancton, ça vous fait des eaux toutes vertes dans l'étang de votre base de loisirs. En théorie, si vous jouez sur la nature des poissons, vous pouvez empêcher l'explosion de ces algues vertes qui font fuir les touristes. C'est-à-dire il y a des normes qui font qu'on va fermer la base de loisirs sans rien faire d'autre, même avec des fortes charges en azote et en phosphore. Donc oui, il y a des choses qui existent et certaines sont utilisées. Donc c'est une réalité. Mais c'est, encore une fois, des outils, il faut voir que ce sont des outils ultra puissants. Ouais. Avec des projets parfois aussi assez pharaoniques, parce qu'il y a ce projet que vous évoquez dans un article que j'ai lu de vous, de la Grande Muraille Verte. Oui, vous pouvez peut-être en dire deux mots. Là, on est dans l'ingénierie écologique. Complètement. Alors, racontez ce projet. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Donc, ça part d'une vision strictement politique. Hein. On va prendre une décision pour lutter contre la désertification en Afrique, et donc on va faire une forêt qui va bloquer l'avancée du désert, qui va faire 9000 km de long sur 30 km de large. Voilà. Donc là, on est en Afrique. Hein. On est au niveau du Sahara. Toute l'Afrique, là. Toute l'Afrique. On barre l'Afrique complètement pour bloquer l'avancée du désert. Alors moi, je dois dire que quand je suis allé pour la première fois regarder cette grande muraille verte, j'y suis allé reculons en me disant je vais encore perdre mon temps. Et j'ai vu. Et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en reprenant les espèces locales, et pourquoi on reprend les espèces locales? Parce qu'évidemment, elles ont une histoire, les espèces locales, une histoire de millions d'années. Donc elles ont déjà intégré des fluctuations drastiques de l'environnement dans le passé, et donc dans leur patrimoine génétique, en fait, il y a une préadaptation en quelque sorte à ce qui est en train de se produire. Mais effectivement, replanter des arbres, c'est facile. Vous replantez 1 hectare en 30 minutes avec les espèces locales, vous générez un nouveau paysage. Et effectivement, au bout de 2-3 ans, vous êtes passé d'un paysage ravagé. C'est le désert qui redevient le luxuriant. Vert, absolument. Tous les cortèges d'espèces se réinstallent, etc. Mais le point clé, alors on replante, mais il y a un petit détail. C'est qu'on met un petit barbelé autour de la zone plantée. Parce qu'évidemment, si la vache rentre là-dedans, c'est cuit. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a eu une forte sécheresse. Donc du coup, il a été décidé de rouvrir ces zones parce qu'il fallait, sinon le bétail allait crever. Et donc, évidemment, là, on est revenu brutalement en arrière. Mais donc, on voit bien la question qui se pose là, c'est un pays de pasteurs, et donc c'est problématique, parce qu'effectivement, la cause, pour le coup, de la désertification, là, c'est pas le climat, mais c'est l'excès de vaches. Ouais. Mais ce qui est fantastique, c'est que biologiquement,
on peut faire des choses fantastiques très vite. Après, donc pour moi, c'est simple. Ça définit un outil potentiel. Ouais. Après, est-ce que cet outil est pertinent dans les conditions locales? Ça, c'est une autre paire de manches. Et pour revenir à la question qui nous occupe sur le réchauffement climatique, ce type d'opération peut avoir des conséquences, peut être une réponse au réchauffement climatique. Il est vendu comme ça, et effectivement, c'est indéniable. Si on fait un bilan carbone, ça marche. Et alors, ça ne fait pas que ça reconstitue un sol, et puis ça génère de nouvelles activités de production de légumes aussi. Il y a des actions sanitaires qui sont menées en même temps, donc il y a quand même une vision un peu intégrative. Mais donc, effectivement, ça peut marcher, et ça peut marcher très vite. Mais il y a quelques conditions à réunir, et qui sont du côté social et économique. Catherine Aubertin, on a quand même l'impression que aujourd'hui, ce qui transforme le plus drastiquement les écosystèmes, c'est pas le changement climatique à venir, c'est les humains plus directement. Même si par le changement climatique, ce sont aussi les humains qui agissent, mais on a l'impression que les transformations des écosystèmes, c'est avant tout de façon directe qu'on impacte dessus. C'est ressentir les effets du changement climatique, que c'est encore localement, c'est encore difficile à prouver. Enfin, les modèles climatiques n'ont pas été conçus vraiment pour avoir une approche très très locale. Ce qu'on voit localement, c'est effectivement l'expansion, l'expansion urbaine, l'expansion des grandes productions, la déforestation qui joue, par exemple dans le Cérade, qui est une sorte de château d'eau, le fait d'avoir autant défriché, on a des problèmes d'eau. Alors on va dire, ah oui, il pleut pas, c'est la faute du changement climatique. Oui, d'accord, mais enfin comme les sources ne se régénèrent pas, et comme on a perdu plusieurs capacités, plusieurs bassins versants, enfin qui ne fonctionnent plus. Est-ce que c'est la chose du changement climatique? Enfin, là aussi, c'est une complexité, il y a des interconnexions. Mais c'est sûr que c'est important de mettre en avant des actions dont on sait, dont il y a une causalité évidente, qui sont néfastes pour l'environnement. On note vraiment vous nous avez parlé de ces migrations d'espèces qui, par 1 degré, migrent de 160 km. Est-ce qu'à l'œil nu, il y a des endroits sur Terre où vraiment on se dit le réchauffement climatique a déjà frappé? Ah oui, c'est visible pour tout un tas Ici, d'espèces, y compris marines. La vigne en France. Ah oui, il y a, les là, j'avais vendanges. noté par exemple les changements de date de ponte des oiseaux, les durées de croissance des plantes, les dates de floraison, etc. Et où c'est le plus marquant par rapport à la biodiversité, c'est dans les montagnes tropicales, où effectivement, là, les espèces grimpent, parce que c'est le changement climatique qui se fait sur la verticale, pour le coup. Et il y a déjà, notamment sur les batraciens par exemple, il y a des groupes qui ont été... il y a vraiment des disparitions d'espèces qui étaient endémiques dans les montagnes tropicales, parce qu'une fois qu'on est en haut, c'est fichu, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est bien documenté. Ouais.